nouvelle fois dans un nouveau cours consacré aux figures de style. D'ailleurs, c'est un cours destiné, consacré aux élèves de la première année baccalauréat, surtout lettres. Et comme vous savez tous, dans ce niveau-là, on travaille en relation avec le roman Antigone. Et il est à noter que les présentes figures de style qu'on va voir, ainsi que leurs exemples, ils sont tirés de ce fameux roman-là. C'est-à-dire ils ont une relation, ils sont empruntés, ils sont extraits de ce roman intitulé Antigone. Mais avant de commencer, et donc, on va faire une petite définition sur la figure style. Et donc, une figure de style, c'est un procédé littéraire, une manière, une construction de la phrase qui permet d'exprimer de façon imaginée une idée simple. C'est-à-dire, on cherche à transformer une idée simple d'une manière frappante, d'une manière attirante, d'une manière bizarre pour accrocher le lecteur, pour attirer son attention et pour susciter sa curiosité. Comme vous savez tous, les figures de style sont employées à la fois à l'écrit et à l'oral, c'est-à-dire ce sont des éléments qu'on utilise toujours, presque dans tous nos énoncés, soit à l'écrit ou bien à l'oral, même au quotidien familial. Pourquoi on utilise les figures de style? Tout simplement, c'est pour convaincre l'autre, pour le plaire, pour essayer d'émouvoir et pour séduire sa curiosité, ses sentiments, son imagination et accrocher son regard sur notre idée. Aussi, dans les figures de style, il y a beaucoup de types, il y a beaucoup de genres. Par exemple, nous avons des figures de style d'opposition, d'insistance, d'amplification, d'atténuation et ainsi de suite. Mais le type qu'on va voir dans cette petite capsule et donc appartient au genre figure de style d'analogie. Comme vous voyez sur la diapositive, et donc on va commencer avec la première figure de style qui s'appelle la comparaison. La comparaison, c'est l'élément le plus simple à utiliser dans les figures de style. Et comme vous savez, toujours on va travailler sur des petits exemples que nous avons déjà tirés, que nous avons déjà extraits du roman intitulé Antigone pour éclaircir de plus et pour rendre la tâche de comprendre et d'expliquer plus facile pour tout le monde. Et donc c'est une figure de style qui cherche à souligner les ressemblances et les différences entre un nom qui est comparé et un nom qui est comparant avec l'utilisation par le moyen d'un outil de comparaison. Et nous avons le présent exemple, et elle se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa maison. Et donc comme vous remarquez, avec le bleu, nous avons le pronom personnel il qui remplace le comparé, c'est-à-dire la personne à qui on cherche à donner cette qualité. Et un ouvrier, c'est-à-dire le comparant, c'est-à-dire la personne ou la chose où nous avons emprunté, à qui nous avons emprunté, à qui nous avons pris cette qualité à donner pour l'autre comparé. Et comme vous savez, avec la couleur orange, nous avons utilisé l'outil comme un outil de comparaison. Ce sont les trois éléments pour dire que c'est une comparaison. Nous avons le comparé, le comparant, qui sont reliés par un outil, un moyen de comparaison. Et vous avez un deuxième exemple pour essayer d'appliquer la règle que nous avons déjà dictée maintenant. Et comme vous savez tous, pour la comparaison, nous avons beaucoup de moyens, beaucoup d'outils à utiliser. Le présent exemple, nous avons utilisé comme, mais on peut utiliser plus que, moins que, égal à, aussi, même, même de, ou bien parfois on peut utiliser la complétive par que, c'est-à-dire il y a beaucoup d'éléments qu'on peut utiliser pour faire une comparaison, c'est-à-dire il faut toujours faire attention
à retrouver les trois outils, le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. Comme ça, on arrive à la deuxième figure de style, qui s'appelle la métaphore. C'est une deuxième forme de la comparaison, c'est-à-dire il a le même rôle que la comparaison. Il essaie de rapprocher deux éléments par le moyen de souligner les différences ou bien les mêmes qualités, mais cette fois-ci sans employer un outil de comparaison. C'est-à-dire nous avons un comparé et un comparant, mais sans l'utilisation, sans l'emploi d'un outil de comparaison. Et nous avons le présent exemple. Nous allons tous porter cette plaie au côté pendant des siècles. Et regardez, nous allons, c'est-à-dire nous tous, toute l'humanité aura cette prise de conscience de porter cette plaie au côté. C'est-à-dire nous sommes tous égaux. Nous avons tous le même trait, la même caractéristique, le même caractère. C'est-à-dire nous sommes égaux. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre dans toute l'humanité. Et donc on dit que nous avons utilisé une métaphore, c'est-à-dire une comparaison, mais sans utiliser un outil de comparaison. Troisième figure de style, c'est la personnification. La personnification, c'est le fait de donner une qualité humaine à un animal ou une chose. C'est-à-dire, on prend un caractère, une qualité, une idée qui appartient à l'homme en général, à l'être humain, et on l'ajoute à un animal ou bien à une chose, à un objet. Et dans le présent exemple, on va voir cette idée-là de plus. J'ai glissé dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Et donc, qui a glissé, c'est le jeu qui parle. C'est-à-dire, c'est un homme qui a glissé dans la campagne. Mais, comme vous remarquez, sans qu'elle, ce elle, il remplace la campagne. Et comme vous savez, la campagne, c'est un objet qui ne peut pas apercevoir, c'est-à-dire il ne peut pas observer, il ne peut pas voir, il ne peut pas regarder. Et donc, comme vous savez dans le présent exemple, que nous avons pris la qualité d'observer qui appartient à l'homme et nous avons intégré, nous avons emprunté cette qualité à la campagne qui est un objet. Aussi dans le deuxième et le troisième exemple, dans la vérité qui pense alors, c'est l'homme en général. Et donc nous avons emprunté là l'idée de penser de l'homme qui appartient à l'homme et nous avons intégré ce trait-là, nous avons donné ce trait-là, ce caractère-là au jardin. Aussi pour le troisième, et donc le jardin dormait encore. Est-ce que le jardin dormait dans la vérité, dans la réalité? Non, c'est l'homme qui dormit. Et nous avons emprunté cette qualité de l'homme au jardin qui est un lieu, un objet. Et donc on dit que nous avons exprimé une personnification. Pour le présent élément, et donc c'est l'antiphrase. L'antiphrase, c'est-à-dire le contraire, antiphrase, le contraire de la phrase. On fait quoi avec l'antiphrase? Et donc c'est le fait de dire le contraire de ce qu'on pense, c'est-à-dire le contraire de nos idées, de nos pensées, de ce qu'on veut dire. Et nous avons l'exemple, ah, c'est du joli, c'est du propre. Et donc on dit que nous avons utilisé une antiphrase pour dire, ah, c'est louche, c'est du saleté. Et comme vous savez, nous avons utilisé le contraire, l'antonyme des mots de la vérité, de l'idée, pour donner la phrase, pour donner l'antiphrase. Et donc le premier exemple avec l'astérix, c'est l'antiphrase qui se trouve dans le roman Antigone, et avec l'égal rouge souligné en jaune. Et donc c'est la vraie idée, c'est la pensée vraie qu'on cherche à passer par le moyen de ce antiphrase. Et vous avez un deuxième élément, un deuxième exemple, toujours de Antigone, comme tu as bien te pensé. C'est-à-dire, dans la vérité, tu n'as pas pensé à toute chose, tu n'as rien pensé. Et donc, nous avons utilisé une antiphrase pour dire le contraire de nos idées. Maintenant, on arrive pour l'hyperbole. Et l'hyperbole, c'est une figure de style
dans laquelle on emploie des termes exagérés pour frapper l'imagination du destinataire. C'est-à-dire, on crée une amplification. On cherche à créer un haut degré d'intensité pour attirer l'attention, pour donner plus de valeur, pour projeter la lumière sur le fait ou bien sur la pensée, sur l'idée qu'on cherche à dire, à passer à notre destinataire, à notre public. Et dans le présent exemple, il est parti toucher à mort. Toucher à mort, il est souligné en bleu, c'est-à-dire c'est l'hyperbole, c'est les mots, ce sont les expressions qui annoncent l'hyperbole, c'est-à-dire la figure de style. Dans la réalité, un homme qui est touché à mort, qui est presque mort, ne peut pas partir dans la vérité, dans l'histoire. Est-ce que le personnage remplacé par le pronom personnel il est touché à mort? Non, dans la vérité, il est parti seulement avec un remords. Et nous avons utilisé les hyperboles pour amplifier, pour aggraver, pour attirer l'attention sur ses sentiments et sur ses états d'âme. Ensuite, avec l'antithèse, et quand vous regardez, anti, c'est-à-dire le contraire, et la thèse, c'est-à-dire la pensée qu'on cherche à passer. Donc, antithèse, c'est-à-dire l'anti-idée, l'anti-pensée, l'anti-objectif. Et donc, l'antithèse, c'est une figure de style dans laquelle on rapproche dans une même phrase deux idées opposées. C'est-à-dire, dans l'antiphrase, on utilise une phrase composée de deux phrases simples qui sont reliées par une conjonction. Et dans le présent exemple, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Et comme vous remarquez, nous avons une phrase, une proposition composée qui se compose de la première phrase indépendante, j'ai le mauvais rôle, et la deuxième phrase, tu as le bon, qui sont reliés par le moyen, par l'outil, par la conjonction de coordination. Et comme vous savez, le sens de la première phrase, c'est le contraire, c'est l'opposé, c'est l'antonyme de la deuxième phrase. Le mauvais rôle, le bon rôle. Et donc nous avons relié deux éléments, deux phrases qui ont une sémantique opposée. On dit que nous avons utilisé la figure de style qui s'appelle antithèse. Aussi pour le deuxième exemple, tu as choisi la vie et moi la mort. Première proposition, tu as choisi la vie, et la deuxième, moi la mort. Et nous avons utilisé la contradiction entre la vie et la mort avec la conjonction et, c'est-à-dire, c'est une antithèse. Ensuite, avec l'anaphore. Et c'est le fait d'utiliser un mot ou bien une expression, une locution au début de plusieurs vers dans la poésie ou bien au début de plusieurs phrases dans un texte en prose, dans un roman, dans un récit, dans un texte littéraire. Pour créer une musicalité, pour créer une amplification et pour essayer d'attirer l'attention du public. Et nous avons le présent exemple, oublie-la aimant, oublie-la mon petit. Donc nous avons commencé les deux phrases, les deux propositions juxtaposées parce qu'ils sont juxtaposés, ils sont reliés par le moyen de point-virgule. Nous avons répété le mot ou bien la formule oublie-la, oublie-la. On dit que nous avons utilisé un anaphore. Aussi dans le présent deuxième exemple, dites à qui devrait-il mentir, à qui sourire, à qui se vendre. Et comme vous remarquez, dans les trois phrases, et donc nous avons répété le même mot, la même expression, à qui, dans les trois phrases. Et donc on dit que c'est un anaphore. Comme ça, on arrive à la dernière figure du style, la gradation. Consiste en une énumération de mots, ou groupe de mots, allant par degrés croissants ou décroissants en termes d'intensité. C'est-à-dire, dans la gradation, on utilise une énumération. C'est une autre forme de figure de style. Énumération, c'est-à-dire, on utilise une suite de mots qui ont la même nature grammaticale ou bien la même fonction, l'une après l'autre, séparées avec des virgules,
avec un ordre croissant ou bien décroissant pour montrer le degré d'intensité, c'est-à-dire pour commencer du degré numéro 1 jusqu'à numéro 2, jusqu'à numéro 3, jusqu'à numéro 4 et ainsi de suite d'une manière de plus petit jusqu'au plus grand et donc on dit croissant, ou bien le contraire de plus grand jusqu'au plus petit et donc on dit que c'est le degré décroissant. Mais toujours la gradation, c'est une énumération de mots, c'est pour le degré d'intensité. Et c'est une figure de style qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser sur le temps, sur les couleurs et sur d'autres éléments. Et dans le présent exemple, votre agitation, votre bavardage, votre vide sans elle, sans elle. C'est-à-dire, nous avons le premier degré, c'est l'agitation. Deuxième degré, c'est le bavardage. Le troisième degré, c'est le vide. C'est-à-dire, avant d'arriver au vide, et donc nous avons fait un petit passage du bavardage, et avant d'arriver au bavardage nous avons commencé avec une petite agitation, et donc dans le présent exemple, et donc on dit que nous avons exprimé une gradation croissante, pour montrer le degré d'intensité, et aussi c'est pour créer une image poétique qui a une relation avec les états d'âme, avec les sentiments et avec les émotions de notre personnage. Et donc toujours, comme je disais, toujours il y a des remarques à prendre en conscience. Un texte littéraire qui peut être un roman, un récit et ainsi de suite, la plupart du fois on trouve plus d'une figure de style dans la même phrase. C'est-à-dire la plupart du temps, le plus rencontré, dans la même phrase, on peut trouver deux ou bien même trois figures de style dans la même phrase. C'est pourquoi il est difficile parfois de reconnaître quel élément, quelle est la figure de style qu'on va relever, qui a le plus d'importance, qui a plus de valeur. Et c'est la tâche qui rendra la tâche de déchiffrer, de reconnaître et d'identifier les figures de style un peu difficile. Et aussi, dans les phrases exemples que nous avons vues et que nous avons extrait du roman intitulé Antigone, nous avons projeté la lumière sur la figure à expliquer seulement. C'est-à-dire dans quelques exemples que nous avons utilisés pour expliquer la leçon. Et donc il y a dans chaque phrase des figures ou bien plus. Mais nous avons expliqué seulement la figure de style qu'on cherche à montrer, qu'on cherche à expliquer. Toujours dans les mêmes phrases, on peut trouver deux figures de style ou bien même trois dans quelques exemples et c'est dans toute la littérature de la langue française. Comme ça, on arrive à la fin de notre cours. Que vous avez passé un bon temps, que vous avez essayé de trouver des réponses à vos questions. Et comme ça, je vous laisse. Au revoir dans un nouveau cours.